merci au comité d'organisation de m'avoir invité. Ça me fait évidemment très plaisir de me retrouver dans cet amphithéâtre. Je vais essayer de poursuivre en fait la question qui a été soulevée par Stéphane, du machine learning versus brain learning d'une certaine façon. Donc voilà, la question, hein, elle est là. J'ai de l'information qui rentre et j'ai un apprentissage à la sortie et à l'intérieur, je ne sais pas très bien ce qui se passe. Alors, pour un biologiste, il y a différentes formes d'information qui arrivent, l'audition, le système moteur, la vision, la lecture, les apprentissages sociaux. Et la première question qui se pose, c'est pour toutes ces formes d'apprentissage, est-ce que les mécanismes sont semblables ou est-ce qu'ils sont différents? Ça, c'est une question importante, vous allez voir. La deuxième, c'est est-ce que chacun d'entre eux a une localisation cérébrale particulière ou pas? Et est-ce que chacun d'entre eux a une temporalité différente? Est-ce qu'on apprend à voir avant d'apprendre à marcher, par exemple? Et si oui, pourquoi? Ça, c'est une question importante. L'autre, c'est est-ce que ça a changé avec l'évolution, hein, avec la taille du cerveau, avec la forme du cerveau? Voilà, ici, vous voyez, un macaque, ça a 100 grammes de cerveau. La Sapiens, ça a 1400 grammes de cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux sur le plan des mécanismes d'apprentissage? Et puis, une question absolument essentielle, c'est si je suis capable de guérir une malformation qui est née au cours du développement par la faute d'un mauvais apprentissage, est-ce que les outils que j'utilise, par exemple, pour guérir l'amblyopie, vont être utilisables pour guérir d'autres maladies du développement, en particulier l'anxiété, mais toutes les maladies, en fait, qui s'appellent les maladies de l'esprit, pour faire très large. Donc, ce sont les questions que j'ai essayé de développer pendant les quelques minutes que nous avons. C'est évidemment extrêmement large, mais c'est quand même quelque chose d'assez fascinant, je dois reconnaître. Donc la première chose, c'est une diapositive que j'ai empruntée à un travail assez ancien de Jean-Jacques, qui vous montre qu'un petit erectus, 1,8 million d'années, un erectus de 1 à 2 ans, a un cerveau qui est déjà extraordinairement développé à la naissance, presque comme un chimpanzé, alors que pour un sapiens, à la naissance, disons que son cerveau a 20%, entre 10 et 20% de la taille finale de son cerveau. Et ça a une conséquence, ça a des causes sur lesquelles je n'ai pas développé, puisque écoutez les cours de Jean-Jacques, vous saurez, mais ça a des conséquences très importantes, c'est que le développement et l'apprentissage chez Sapiens se fait pour une grande part en dehors de l'utérus. Il se fait dans la vie sociale, entre guillemets. Et évidemment, c'est très spécifique de Sapiens, et c'est lié à la taille de son cerveau, et c'est lié aussi évidemment à la bipédie chez Sapiens, mais c'est un autre problème. Donc ça a commencé avec le début de l'évolution, bien entendu, mais même chez les hominines, hein, depuis 7 millions d'années, on voit que le cerveau a augmenté, on voit qu'il y a une grande diversification. Et au fond, ça continue peut-être, hein, puisque nous savons que le dernier humain moderne, et là encore, on doit ça au travail de Jean-Jacques, eh bien, le plus vieux qu'on connaisse, c'est 300 000 ans. On n'ira peut-être pas beaucoup plus loin, puisque la séparation avec les Néandertaliens, c'est 400 à 500 000 ans. Mais entre-temps, eh bien, le cerveau a continué d'évoluer dans sa forme, en particulier dans sa globulosité, si j'ose dire. Donc, c'est peut-être important à comprendre si on veut réfléchir aux questions de ce que c'est qu'apprendre et comment apprendre a pu évoluer au cours du temps, depuis en particulier les 7 derniers millions d'années, quand on s'est séparé de nos copains chimpanzés. Alors, le développement est postnatal, et vous voyez ici, par exemple, le nombre de synapses dans un cortex continue à augmenter chez Sapiens jusqu'à 10 ans, à peu près 10-20 ans, alors que chez un chimpanzé ou chez un macaque, dès les premiers 6 mois, vous êtes au nombre maximum de synapses. Vous avez quasiment terminé la synaptogénèse chez ces grands singes, qui sont relativement proches de nous. Hein. Les chimpanzés, c'est quand même pas si loin que ça. Et le remodelage développemental, c'est-à-dire qui se modifie au cours du développement, se poursuit chez Sapiens, évidemment, beaucoup plus tard que chez les chimpanzés ou chez les macaques, qui de ce point de vue sont extraordinairement proches. C'est vrai aussi des gènes qui sont impliqués dans la plasticité du système nerveux, c'est-à-dire dans les mécanismes d'apprentissage. Il y a pas mal de gènes qui ont été identifiés, qui sont responsables des mécanismes d'apprentissage postnatal dans le cortex. Ce que vous voyez ici en rouge, c'est que chez l'homme, c'est toujours beaucoup plus tard. Hein.
En bleu et en vert, c'est de nouveau chimpanzés et macaques. Chez l'homme, il y a toujours un retard, c'est-à-dire qu'en fait, le cerveau humain est, pour prendre un terme qui est bon, un peu galvaudé, mais dont vous avez certainement eu les échos, néoténique, c'est-à-dire qu'il continue de se développer très tardivement, y compris d'ailleurs jusqu'à une vingtaine d'années, hein, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas terminé avant une vingtaine d'années chez Sapiens. Alors, ça c'est juste parce que je suis un type gentil, mais pas trop. Voilà ici le gène MEF2A, qui est un des gènes vraiment très importants dans la plasticité corticale. Et ce que je vais montrer ici, c'est qu'on pense qu'une des mutations qui a ralenti son développement s'est imposée après la séparation entre Sapiens et Néandertal. Donc en fait, que Sapiens, de ce point de vue, on aura un avantage que n'aurait pas eu Néandertal sur le plan de la néoténie corticale. Alors, le développement neuronal continue la vie entière, hein, donc ça, c'est quelque chose d'important. Il se développe dans différentes régions du cerveau. Là, ce sont les aires de Brodmann que j'ai simplifiées par des couleurs. Et vous voyez que selon les types d'apprentissage, que ce soit l'apprentissage visuel, l'apprentissage conceptuel, l'apprentissage des nombres, l'apprentissage des capacités sociales, langage, etc., eh bien, ce n'est pas toujours au même moment que ça se passe. Donc, en fait, une première réponse, c'est non, l'apprentissage n'est pas synchrone. J'apprends à entendre avant que je n'apprenne à voir. J'apprends à voir avant que je n'apprenne à marcher. Et évidemment, c'est quelque chose d'extraordinairement important parce qu'il y a une régulation du moment où on apprend. Et je ne vais pas vous dire comment ça se régule, mais enfin bon, ça, c'est des choses que les physiologistes, aujourd'hui, connaissent relativement bien. C'est évidemment extrêmement fondamental parce que ce sont aussi des périodes qui s'arrêtent. Pas totalement, comme vous pouvez le voir, il y en a qui continuent relativement tardivement, mais il y a des apprentissages qui, vers 5, 6, 7 ans, sont terminés. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater le coche. Hein. Ça s'appelle une période critique, et ce n'est pas pour rien que ça s'appelle critique, parce que si on la rate, on peut avoir des difficultés sur le plan de l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est dur d'apprendre après. Hein. Et en particulier, ça a des influences évidemment sur la question de la scolarité. Les enfants qui sont privés d'apprentissage, passé une certaine période, auront du mal à rattraper leur retard scolaire. Hein. Donc, je pense que c'est une question, on dit c'est Mozart qu'on assassine, mais il y a beaucoup de Mozart de ce point de vue dans le monde, et je crois que c'est une chose à laquelle il faut rester attentif. L'éducation est un bien extrêmement précieux. Donc, comment ça se passe? Dans le cortex des vertébrés dits supérieurs, hein, c'est-à-dire pas les poissons ou les oiseaux, mais les mammifères en particulier, vous avez des cortex à 6 couches, et il y a 2 couches qui sont très très importantes pour ce que je vous raconte aujourd'hui. Bien entendu, toutes les couches sont importantes. Ce sont les couches 3 et 4. Hein, et vous voyez que chez Sapiens, on a une épaisseur du cortex qui est un peu plus grande que chez une souris, mais c'est lié aux duplications de la couche 3, essentiellement. Duplication, triplication. Donc, le stimulus qui permet... Hein, je vois, hein, j'entends, le stimulus arrive, monte via le thalamus, on s'en fiche un peu, et va directement à la couche 4. Et à la couche 4, eh bien, il peut monter vers les couches 3 et 2 qui vont traiter l'information et soit la redescendre immédiatement pour une réponse, soit la passer à une autre aire qui va prendre cette première information déjà travaillée comme information primaire au niveau de la couche 4. Tout à l'heure, Stéphane parlait de V1 et de V2 et de V3 et de V4. V2, c'est après V1. Voilà, donc ça, Et là, on a déjà une information sensorielle, je dirais, au carré. Là, on a une information sensorielle au cube, et ça peut aller extraordinairement loin. Donc, c'est simple. C'est beaucoup plus simple que les gens ne pensent, mais ce n'est pas si simple que ça. Alors, de nouveau, Stéphane nous a parlé d'Hubel et Wiesel. Je pense que c'est Hubel et Wiesel qui ont mis en avant l'existence qu'on appelle de périodes critiques, hein, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles le cerveau peut apprendre. Et là, c'est chez un chat. On ne travaille plus chez le chat aujourd'hui, en tout cas pas au Collège de France. Mais vous voyez ici que pendant cette période de plasticité corticale du système visuel, si je ferme un œil, l'œil qui est resté ouvert est surreprésenté au niveau des aires visuelles primaires. Cet œil-là est représenté en blanc. Vous voyez que vous avez beaucoup plus de blanc que là. Là, c'est égal. C'est un animal qui a une très bonne vision binoculaire, comme tous les gens qui ont un chat le savent. Donc, c'est un travail très important parce que cette plasticité, c'est-à-dire cette capacité de changer, est en fait une adaptation. C'est une adaptation à un monde monoculaire. Hein. Les enfants dont on a opéré, qui ont une cataracte et qui n'ont pas été opérés à temps,
eh bien, vont avoir une maladie qu'on appelle l'amblyopie. Eh bien, cet animal, s'il n'est pas rouvert son œil avant la fin de la période critique chez le chat, restera amblyope. Si vous la rouvrez après, voilà, alors ça c'est l'animal normal. Ça c'est une fermeture de l'œil pendant la période critique, mais pas de rouverture pendant la période critique. Donc chez l'adulte, je rouvre l'œil, mais ça ne sert absolument à rien. Voilà ici, je rouvre l'œil chez l'adulte, je reste amblyope. Mais si je rouvre l'œil pendant la période critique, c'est-à-dire la période où je suis plastique, je récupère une vision binoculaire. Alors, ça se passe à un endroit très clair, j'ai dit, la couche 3 et la couche 4 du cortex, et c'est essentiellement ce système-là qui fonctionne. Vous avez ici des neurones inhibiteurs, vous avez aussi ici des neurones inhibiteurs, et ces catégories de neurones inhibiteurs vont aller inhiber ces neurones qui sont des neurones activateurs. Essentiellement, vous savez, c'est GABA et glutamate, quoi. Et donc, cette capacité d'un équilibre entre excitation et inhibition est fondamentale pour ce qui est de la plasticité d'apprentissage, de la plasticité du cortex. Et là, je vous l'illustre ici. Voilà, par exemple, ici, ces neurones par valbumine, qui sont des neurones inhibiteurs. Vous voyez qu'au cours de la maturation, j'augmente l'inhibition. À un certain niveau de balance entre l'excitation et l'inhibition, je suis plastique. Mon cerveau peut apprendre, mais passé cette période où l'inhibition est plus forte et où j'ai consolidé l'inhibition, mon cerveau ne peut plus apprendre. Donc j'ai une balance entre l'excitation et l'inhibition au niveau de mes couches 3 et 4 qui est absolument fondamentale pour ce qu'on appelle la plasticité corticale et la capacité d'un système nerveux à apprendre et à apprendre beaucoup de choses. J'y viens dans un instant. Alors, ce qui a été démontré, c'est qu'il y a plusieurs façons, évidemment, d'augmenter la capacité inhibitrice qui doit augmenter au cours du développement si on veut, à une certaine période, être capable d'apprendre quelque chose. Eh bien, il y a une des façons qui est relativement simple, qui a été découverte en fait par Takao Hensch et par nous-mêmes, c'est le transfert d'une protéine entre ce qu'on appelle le plexus choroïde, qui est une structure ici dans les cavités, dans les ventricules, une protéine qui va aller jusqu'aux neurones par valbumine et qui va induire la maturation de ces neurones par valbumine, qui vont démarrer, si vous voulez, le processus d'augmentation de l'inhibition. Alors, c'est très simple, j'ai tendance à tout trouver un peu simple, mais c'est parce que je suis peut-être moi-même un peu simplet. Donc vous ouvrez l'œil, c'est l'œil qui permet l'entrée de la protéine dans les neurones, et à ce moment-là, c'est cette ouverture, cette activité ici, et à ce moment-là, ce que vous avez, c'est la protéine commence à entrer. Et au niveau d'un certain seuil de concentration dans le neurone, eh bien, je commence à augmenter mon inhibition, et j'entre dans une période de plasticité. Vous voyez ici la plasticité. Mais la protéine s'accumule, je passe à un deuxième seuil, et quand j'ai ce deuxième seuil, je perds ma plasticité. Donc, j'ai une période de plasticité qui correspond à un certain niveau de concentration de cette protéine. Il y a d'autres façons d'augmenter la plasticité. Moi, je prends celle qui est la plus simple à expliquer. La concentration de OTX2, cette protéine, permet effectivement de varier le niveau inhibiteur. Et quand je suis ici, évidemment, je suis tellement inhibiteur que je ne peux plus apprendre. C'est très important de ne plus pouvoir apprendre. Trop de plasticité n'est pas une bonne chose dans un cerveau. Il faut aussi pouvoir se souvenir, il ne faut pas oublier. Donc, en fait, il faut une stabilité en fait, du système pour pouvoir avoir une mémoire à long terme. Et ce que ce schéma vous montre, et qui sera assez important, c'est que si chez l'adulte, je diminue mon niveau de protéines, c'est que je repasse dans la zone bleue, je peux chez l'adulte réouvrir la plasticité et donc apprendre chez l'adulte ou corriger quelque chose qui aurait été mal appris au cours du développement. Alors l'exemple, il est très simple. Je prends une souris que je rends amblyope en lui fermant l'œil pendant la période critique, c'est-à-dire que pendant la période de plasticité normale, développementale, elle a un monde monoculaire, donc elle ne voit que d'un œil chez l'adulte parce qu'on ne lui a pas réouvert. Mais si chez l'adulte, je fais cette opération qui consiste à retirer du OTX2, vous voyez la grande concentration passe à une petite concentration, je repasse dans la zone plastique et je récupère une vision binoculaire normale chez ma souris. D'accord ? Donc ça veut dire que on peut manipuler la plasticité chez l'adulte et on peut corriger un apprentissage chez l'adulte en jouant sur des paramètres qui sont les paramètres les plus importants. Alors, est-ce que c'est vrai pour d'autres fonctions?
hein. Là, on a la vision, on peut avoir l'audition, on peut avoir le comportement social, tout ce que vous voulez. La réponse est intéressante parce qu'en fait, cette protéine qu'on voit dans le cortex visuel, elle va aussi dans tous les autres cortex, dans l'amygdale, le noyau auditeur, le somatosensoriel, le singulaire. Ici, vous avez un exemple dans les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arrive pas au même moment, bien entendu, mais à un moment, ça arrive. Pourquoi à ce moment-là, ça rentre dans la cellule? C'est une autre histoire. On n'est pas ici pour faire un cours de biologie, mais il faut le savoir. Et donc, il y a une temporalité de l'ouverture et de la fermeture de la plasticité en fonction des régions du cortex. Et je vais vous donner juste un exemple dans un moment, mais ce fait que, en fait, c'est peut-être le même mécanisme qui est impliqué dans la plasticité et l'apprentissage, quel que soit en fait le signal qui est envoyé, a évidemment des raisons qui sont des raisons qui tiennent à l'évolution du système nerveux. Comme vous le savez, le cortex, le tube neural, c'est un tube, mais un tube, c'est un plan. Un plan, c'est quand ça se referme sur soi-même, ça fait un tube. Donc, en fait, c'est très bête, hein, ce système nerveux. C'est un plan. Voilà. Chez un sapiens, c'est un plan de 2 mètres carrés et de 4 mm d'épaisseur. Et au cours de l'évolution, vous pouvez avoir ici, j'ai mis 4 régions, frontale, pariétale, frontale, je me suis trompé, excusez-moi, c'est temporale et occipitale. Et puis, vous avez évidemment des connexions entre ces différentes régions. Voilà un système nerveux A. J'ai un accroissement ici qui est homothétique. J'augmente évidemment la surface. Je peux introduire de nouveaux noyaux et je vais modifier mes systèmes de connexion. D'accord ? C'est relativement simple d'introduire un nouveau truc quand j'ai plus de place. Mais ce qui peut aussi se produire, c'est que l'augmentation ne soit pas une augmentation homothétique. C'est-à-dire que j'augmente la surface, aussi ici ma surface est augmentée, mais aussi je bouge les bords. Voilà par exemple ici que j'augmente mon frontal aux dépens du pariétal et du temporal. Et ça, c'est extraordinairement important parce que ça se fait, c'est facile à faire. Si vous prenez une souris, que vous manipulez quelques gènes de développement, vous voyez ici une souris normale avec les aires visuelles primaires, auditoires primaires, sensorielles primaires, moteurs primaires. En modifiant EMX2 par rapport à PAX6, qui sont 2 gènes de développement tout à fait classiques, et bien vous voyez qu'ici, j'ai complètement diminué mon système visuel, j'ai augmenté mon système sensoriel, j'ai augmenté mon système moteur, mais la taille totale de mon cerveau n'a pas changé. J'ai toujours le même cerveau, mais j'ai diminué la cuisine et j'ai augmenté la salle de bain. D'accord ? Et je ne peux faire ça. Alors, vous voyez ici le système frontal, vous voyez ici les aires frontales chez un macaque. Les aires frontales chez un humain sont évidemment beaucoup plus importantes proportionnellement chez un humain que chez un macaque. Mais je ne peux faire ça que parce que mon système est extraordinairement uniforme. Si tout le cortex était différent, je ne pourrais pas bouger les bords. Je ne peux bouger les bords que parce que ici et ici, c'est la même chose. Même si ici, c'est des aires qui sont impliquées, ce n'est pas le cas, qui sont impliquées dans les états mood disorders, dans les états maladie d'esprit, ici, une aire qui sera impliquée dans le système visuel. Eh bien, la structure est la même. Et les systèmes qui gèrent la computation sont très, très, très proches. Ce qui change, ce sont les entrées et les sorties. Et c'est une nécessité évolutive que d'avoir cette uniformité. C'est-à-dire que si le cerveau, c'est très compliqué, finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est incroyablement homogène. Et ça doit être homogène pour les raisons que j'ai dites, qui sont des raisons, en fait, évolutives. Donc, augmenter la taille, augmenter le nombre des aires, déplacer les bords et changer les circuits. C'est ça l'évolution du cortex. Alors, si ce que je dis est vrai, est-ce que, de même qu'on peut réparer l'amblyopie, qu'on peut modifier la vision binoculaire chez un adulte, est-ce que je peux faire quelque chose qui est plus grave, bien entendu, qui est par exemple de modifier des modifications qui sont liées à une adversité rencontrée, par exemple, pendant la période critique, au moment où je fais des interactions sociales. Là, j'ai un enfant qui est dans un milieu, il peut voir pendant une période critique de son développement postnatal des troubles d'interaction avec son milieu social. Il peut y avoir une base génétique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de base génétique à ça, il y a forcément des bases génétiques, mais il y a des gens qui sont plus sensibles ou moins sensibles à ce genre de modification postnatale. Je dis, il peut y avoir un fond génétique ou un fond prénatal, il se passe des choses aussi dans le ventre de la mère, il peut y avoir des infections, il peut y avoir... Mais ça crée
une adversité pendant cette période critique postnatale peut créer des modifications épigénétiques stables qui vont conduire à des maladies psychiatriques importantes, dépression, anxiété, syndrome post-traumatique, schizophrénie, etc. etc. Donc, et donc la question c'est, est-ce qu'on peut changer ça? Si on peut guérir l'amblyopie, est-ce qu'on peut aussi changer ça? Alors, je vous rappelle évidemment cette diapositive qui est d'une simplicité enfantine. Hein. J'ouvre la plasticité, je la ferme, je la rouvre. Donc, et ça, c'est vrai pour l'amblyopie, nous l'avons montré. Pas que nous, hein, aussi pas mal de groupes qui ont maintenant été capables de guérir l'amblyopie en jouant sur la plasticité du système. Et la question, c'est est-ce que c'est vrai aussi? Est-ce que je peux transformer mon icône malheureuse en icône, sinon heureuse, en tout cas qui peut supporter l'existence? Ce qui est déjà pas mal. Donc, je vous donne un exemple ici, c'est l'anxiété. Alors, l'anxiété chez la souris, hein, pour autant qu'on peut dire qu'une souris est anxieuse, c'est-à-dire qu'un syndrome qui mime l'anxiété chez la souris. Et ça peut se mesurer. Ça, c'est une des façons de le faire. Mettez une souris sur un maze surélevé. Et vous voyez que si elle est anxieuse, elle ne va pas aller se mettre là. Elle va plutôt se mettre à l'intérieur où c'est protégé. Une souris anxieuse ne va pas aller se mettre comme ça sur le plongeoir à 2 mètres de haut. Je dirais, c'est pas bête une souris. Hein. Donc vous avez donc là c'est le système dont je vous ai parlé qui régule en fait la plasticité de ce réseau qui est quand même un réseau extraordinairement fondamental. Et là vous avez une chose toute bête. Là j'ai une souris qui est hypo-anxieuse. Alors je ne vous dirai pas pourquoi parce que vous direz que je triche, mais voilà, cette souris est hypo-anxieuse. Ça veut dire qu'en fait, elle se balade forcément, elle passe beaucoup de temps dans le bras ouvert. Hein. Et donc, elle fait aussi beaucoup d'entrées dans le bras ouvert. Et maintenant, si j'ai avant beaucoup de ETX2, si je baisse ETX2, eh bien, je vais maintenant augmenter. Non, j'augmente OTX2, je me suis trompé, c'est pas grave. Hein. J'augmente OTX2, je vais augmenter l'anxiété. Vous voyez qu'elle va passer beaucoup moins de temps dans le bras ouvert, elle va faire beaucoup moins d'entrées dans le bras ouvert. Ça, c'est avec un accroissement de OTX2. Vous changez ça en ça. Voilà. Et là, c'est le contraire. Je prends une souris qui est normalement anxieuse, une souris adulte. Hein, et vous voyez, normalement anxieuse, c'est-à-dire qu'elle fait assez peu d'entrées dans le bras ouvert, c'est normal, elle n'est pas folle. Hein, elle y passe beaucoup moins de temps, elle fait peu d'entrées. Mais si maintenant je diminue OTX2, excusez-moi, c'est cette flèche-là qui devrait être là, mais vous voyez que je diminue l'anxiété chez ma souris. Et là, ce sont des animaux adultes, où en régulant simplement l'entrée d'une protéine dans un neurone, qui est un neurone à parvalbumine, dans les régions du cortex qui sont impliquées hein, dans la régulation des états mentaux, eh bien, je peux modifier le phénotype anxiété chez ma souris adulte. Donc ça, c'est quand même assez amusant. Hein. Et c'est lié au fait que les mécanismes sont très conservés entre les différentes régions du cortex. Donc, ce que je vous envoie ici, là, c'est un message de simplicité, d'accord, si on peut dire. Donc, je reviens à ma diapositive de départ. Maintenant, je regarde ce qu'il y a dans ma boîte. Hein, je vais ouvrir ma boîte, Stéphane. Donc, ce que j'ai mis au centre de ma boîte, c'est un réseau qui est un réseau... ce ne sont pas des neurones virtuels. Ce sont des neurones, mais ce sont des neurones qui sont mous, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité d'adaptation qui n'est pas tant par les voies synaptiques, il y a aussi la question des voies synaptiques, bien entendu, mais c'est une question aussi de la forme. C'est la forme de mon réseau échangé. Et j'ai une période du développement que je peux recréer chez l'adulte, qui est une période pendant laquelle je peux changer la forme du réseau pour lui donner la capacité d'apprendre ou de réapprendre. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est vrai pour les systèmes sensoriels. Je vous ai montré que c'était vrai pour les fonctions associatives, mais c'est aussi vrai pour les fonctions motrices. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi une autre approche des maladies des systèmes moteurs, que vous appelez ça la maladie de Huntington, la maladie de Parkinson ou la maladie de Charcot, dont on peut penser que les manipulations au niveau de ces boucles peuvent avoir un rôle important, non pas pour les guérir, mais au moins pour améliorer l'état des patients. Et j'ai quasiment terminé. Je voudrais quand même rendre hommage à quelqu'un qui... Vous savez, j'ai fait ma thèse sur l'ARN messager du virus de la mosaïque jaune du navet. Et il y a un homme qui s'appelle Jacques Glowinski qui m'a accueilli dans son laboratoire pour un postdoc.
et qui m'a fait confiance malgré mon ignorance totale du système nerveux. Et je mets ici la photo de Jacques parce qu'il a été administrateur du collège, il a été professeur de neuropharmacologie, et comme vous le savez, il est mort il y a bientôt 3 ans, en fait le 4 novembre 2020, emporté par la Covid. Donc nous lui devons beaucoup dans cette maison. Et puis il y a 2 personnes que j'aimerais remercier. Un, c'est Takao Hensch, qui m'a ouvert à la physiologie des périodes critiques. Un jour, c'est un garçon qui était à Harvard et on discutait, on était à un congrès, c'était tellement ennuyé qu'on est sorti boire un verre et on a discuté. Il me dit « Ah, mais on devrait essayer ça avec ton truc ». Donc très bien. Et puis évidemment, Ariel Di Nardo, qui maintenant a pris le relais et qui va diriger l'équipe qui a travaillé sur ces questions aussi essentielles. Je pense que la plasticité du système nerveux, l'apprentissage, la fin de l'apprentissage et le réapprentissage. Et je vous remercie.